Bon, on est de retour dans notre décor estival. Ouais. Voilà. Ouais, décor estival. Encore une fois, on sait pas à quel moment il va sortir celui-là, mais. Ouais, parce qu'on est sur. On bosse, hein. Ah ouais, on bûche. Franchement, ouais. Ouais, Mais ouais, ça nous permettra de conserver un petit peu du mood d'été Ouais, c'est clair. jusqu'à Noël peut-être quoi. L'air marin. Exactement. Ouais, c'est clair. Ouais, Donc, là on est de retour pour un nouveau Carte Sauvage. Ouais. Cette fois-ci, il y a du lourd. Ouais. Là, on est sur du lourd là. On va essayer de rester concis parce que le but de ce format c'est de Ouais. pas dépasser 1 heure quand même. On est vite emporté par la passion quand même. Ouais. Donc, Sur là, ça va être un peu chaud, je pense. Ça va être long, ouais. Mais on va essayer de rester, on va dire, efficace. Ouais. De pas dire trop de conneries. Clair et concis, quoi. Ouais. Et de pas dire trop de conneries. Mais je pense que sur ces films, ça devrait aller. Ouais. Je pense. Après, il y a moyen de se casser la gueule. Parce que vu que c'est des gros trucs, il y a moyen qu'il y ait des mecs qui les suranalysent. Qu'on soit attendu au tournant. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, nous, on est quand même dans une démarche où l'idée, c'est pas forcément de faire un travail rigoriste. Ouais. En tout cas, rigoureux, je sais pas d'ailleurs si j'ai dit rigoriste, mais je crois que ça existe. Hein. Ouais. Mais. Bon, j'ai les profs de français. Au pire, voilà. Ça y est, il est inventé. Non, mais voilà, l'idée, c'est quand même aussi qu'on fasse appel à nos souvenirs, qu'on revoit pas forcément les films avant les Cartes Sauvages, parce que l'idée, c'est de voir comment ils ont continué à vivre en nous. Ouais, c'est clair. Et de parler un peu de l'expérience, comme d'habitude aussi des conditions dans lesquelles on les a découverts, je pense. Ouais. En plus, pour certains films, on vient juste de les voir, en fait. Parfois. Vu que c'est des sorties récentes. Ouais, parfois. Et parfois, c'est des films qu'on a découverts récemment, alors que c'est des classiques. Ouais, c'est clair. Donc, on n'en dit pas plus, voilà. Puisque... Ouais, du coup, je prends la main. Ouais. Mes films du jour, à moi, sont ni plus ni moins que L'Armée des Ombres, de Jean-Pierre Melville. Et Comency, ou Requiem pour un massacre, de L.M. Klimov. Donc des films respectivement sortis en 1969 et 85. Ouais. Films de guerre, sur la Seconde Guerre. On va pitcher, c'est des films de guerre, quoi. Donc, mais bon, je peux mettre un petit contexte, quoi. Ouais. Donc pour Comency, je vais l'appeler comme ça pendant l'épisode. Hein. Ça va plus vite. Ça va plus vite, ouais. Puis je pense que plus de personnes le connaissent sous ce nom-là, quand même. Oui. Donc pour Comency, en fait, on va suivre le trajet d'un jeune homme. Je dirais qu'il a 14-15 ans, à peu près. On va dire ça comme ça. Qui, en gros, se voit enrôler dans l'armée biélorusse, il me semble. Et donc ça se passe en 43, donc en gros, donc les Allemands arrivent en Europe de l'Est, quoi. Et en gros, on va suivre son parcours. Au début, il est dans sa famille, il part de son village natal, et il va au fur et à mesure rejoindre les rangs de l'armée, quoi. Et donc combattre l'envahisseur allemand. Je précise que moi, je découvre un peu aussi le pitch parce que c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler mais que j'ai jamais vu. Ouais. Donc là, pour le coup, moi, c'est un peu une nouveauté. Je crois que c'est la première fois dans Carte Sauvage que j'ai pas vu le film. Que toi, oui. Parce que moi, j'ai aucune culture. Mais non. En tout cas, voilà, je le précise sur celui-ci, du coup. Honnête. Non, mais beau geste. Je préfère le dire. Voilà. Humilité, quoi. Non, parce qu'on en connaît qui regardent juste des extraits sur Insta. On citera pas les noms, mais... mais ils ont été reçus dans Digression Nocturne. Ils ont des lunettes. Ils aiment bien le camping. Pourtant, camping, c'est camping. Pour ceux qui suivent nos vidéos depuis longtemps, hein, vous aurez la ref, quoi. Les gros cons. Je te jure. Et du coup, pour l'Armée des Ombres, donc, à préciser que c'est une adaptation d'un livre. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a été tiré d'un livre, c'est une adaptation. Voilà. En gros, c'est des récits de résistants. Ouais. Du coup, de la Seconde Guerre en France. À savoir que Melville lui-même est un ancien résistant. Ouais. Qu'il a perdu son frère au sein de la Seconde Guerre en menant des actes de résistance. Donc, il est très touché par ce sujet. Oui. Par le fait. D'ailleurs, Melville, c'est même pas son vrai nom. Je crois que c'est Grimbert. Oui. Melville, c'est en... Je crois, oui. C'est en ref à... un auteur. Ouais, c'est un Herman Melville, je crois. C'est ça, ouais. Moby Dick.
Moby Dick. Ouais, c'est ça, il a fait c'est Moby ça, Dick, ouais. il me semble. Ouais. Et voilà. C'était son nom, c'était son pseudo de résistant, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça ouais. le truc. Ouais. Et donc, en gros, va suivre Lino Ventura, qui du coup est un résistant, qui mène des actes de résistance, qui va passer de groupuscule en groupuscule, quoi, mener des actions différentes pour combattre le régime nazi en France, qui du coup, je sais plus en quelle année c'est, mais en gros, la France a abdiqué, quoi. On est sous le régime de Vichy, quoi. Oui, c'est ça, on a déjà capitulé à ce moment-là. La collaboration est déjà bien installée en France. On en est à cette époque de la guerre, quoi. Ouais. Et donc, en gros, ce qui relie ces films, au-delà que ce soit des films de guerre, c'est que déjà, moi, je mets un peu d'opinion personnelle. Ouais, d'habitude, on fait pas trop ça sur la chaîne. Moi, mais là, on va verser là-dedans. C'est clair. Non, mais en gros, je trouve que c'est quand même des films un peu d'utilité publique par les temps qui courent. Ouais. Parce qu'on a quand même des résurgences belliqueuses qui nous touchent, nous, en Occident. Donc, on peut parler du conflit ukrainien, israélo-palestinien, voilà. Ouais. Et qui, du coup, voit ressurgir aussi des dérives qu'on peut vulgairement appeler bandeurs de guerre. Ouais, c'est ça. Ouais. Des personnes qui, donc, se réjouissent de voir la guerre revenir dans nos vies, quoi. Mais qui se marreront moins. Ouais, c'est ça. Le jour où ça arrivera, si ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est souvent les mêmes qui pensent qu'ils peuvent faire atterrir des avions. Oui, c'est ça, ouais. Et mais du coup, je pense que ces films sont vachement importants. Enfin, c'est quand même des vieux films, quoi, qui ont donc respectivement 40 et 50 piges. Ouais. Et mais qui sont de très bons témoins de ce qu'est en réalité la guerre. Enfin, je dis ça, je suppute parce que j'ai moi-même jamais vécu de guerre. Oui, mais en tout cas. Mais ça a l'air de bien retranscrire une certaine réalité. En tout cas, ça se veut retranscrire une certaine dureté de la guerre. Et ça, contrairement à beaucoup de films, ne sont pas complaisants avec la guerre, avec le concept de guerre, et ne cherchent pas à romantiser ça ou à l'esthétiser d'ailleurs. Ouais. C'est des films qui sont l'un comme l'autre anti-spectacle en fait. Ah on pourrait même qualifier d'austère. Du coup, moi, je peux parler que de l'Armée des Ombres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, Melville, c'est une esthétique, comme tu dis, austère, froide. Ouais, très froide. Que ce soit la photo, rythme. Le rythme, puis même l'écriture des personnages. La direction d'acteur. Complètement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans sa filmographie, hein, je veux dire. Bien sûr. Évidemment, on parle souvent du samouraï, un flic aussi. Le cercle rouge et tout ça. Mais en fait, j'allais dire qu'ils sont des films géniaux. L'Armée des Ombres, c'est sans doute un des plus grands films français, quoi, de l'histoire. Mais il y en a plusieurs, c'est clair. Il en a quelques-uns à mettre dans le top, Melville, quoi. Mais oui. C'est sûr. Mais du coup, donc ces films en fait se veulent de retranscrire en gros ce qu'est vraiment l'évolution d'un humain au sein de cette chose affreuse qu'est la guerre. Et en fait qui prouve déjà en fait qui met en scène donc dans l'Armée des Ombres les résistants qui en fait sont pas du tout des gens formés à la guerre, c'est pas des soldats, c'est des personnes lambda comme vous et moi, quoi, qui se retrouvent vraiment plongés dans cet environnement et qui sont obligés de survivre un peu comme ils peuvent, quoi. Parce que du coup, oui, il y a 3 camps, t'as les collaborateurs, t'as les résistants et t'as les civils qui juste subissent, tu vois. En fait, les résistants, c'est des civils qui essayent à leur petite échelle, quoi. Tant bien que mal, quoi. C'est ça, c'est clair. De montrer un peu d'hostilité à l'égard de l'envahisseur, quoi. Mais en fait, on se rend compte que même alors les résistants, c'est des héros et ça ne fait aucun doute, tu vois. Oui. Mais ça remet en fait en perspective le fait que c'est vraiment des gens comme tout le monde. Et qu'en fait, même eux se trouvent désemparés face à toute cette horreur, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, limite, ça désacralise un peu aussi la résistance. On se rend compte que c'est des petits actes vraiment tout cons. Genre, je sais pas, le fait de transmettre un message, juste de transmettre une lettre de résistant à résistant, c'est un acte de résistance. Et enfin, c'est pas genre faire sauter une caserne de nazis ou quoi. Oui, parce qu'il y a aussi chez Melville le souci du réalisme. Ouais, complètement. Donc il y a ce truc aussi c'est ça. Et du coup, comme tu dis, désacraliser, mais aussi tout simplement, j'allais dire informer. Presque, tu vois, c'est aussi un truc un peu de. Et c'est vrai que ça dans le film, ça se retrouve beaucoup dans le souci du détail. Et de la trame.
En tout cas, oui, ces 2 films, c'est intéressant de les voir sous ce prisme-là, où j'ai l'impression aujourd'hui, comme tu dis, de la résurgence de la rhétorique guerrière, en fait, complètement. Qu'on subit aujourd'hui dans les médias, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'en fait, on peut filer ça en gradation, du coup, donc se rendre compte que les civils plongés dans la guerre, c'est quand même très compliqué pour eux, mais en fait, dans Community, c'est des soldats. Du coup, on se rend compte que même pour des personnes qui sont censées être formées à la guerre, en fait, même plongé dans cet environnement, c'est l'horreur totale, en fait. On a beau avoir suivi des entraînements vraiment à la guerre, quoi. Enfin, comment dire. Oui, militaire. Oui, militaire, d'avoir suivi exactement. un parcours militaire, mais... En fait, on se retrouvera quoi qu'il arrive désemparé parce que personne peut être préparé à l'horreur de la guerre, quoi. Vraiment. Et du coup, dans Community, le procédé utilisé, c'est que, en vrai, il y a un peu un côté arrêt-essai dans Community. Ok. Si tu veux. Au début, le mec marseillais, quoi. Au début, t'as les soldats. T'as les prisonniers. Le mec... T'as les fadas. Arnaud Bordas. Ah ouais. Ernest Bordeaux. Et non, au début, en gros, ça peut être le jeu d'acteur peut être associé un peu à de l'expressionnisme. Ok. Et au fur et à mesure, tu sens vraiment le silence s'installer. Ok. Tu vois, genre au début, l'envahisseur est pas encore à l'écran. Ok, ouais. C'est vraiment la sphère familiale qui est filmée, donc la figure maternelle qui est un peu désemparée face à son fils qui va du coup lui être arraché et emmené au front, quoi. Ah ouais. Et au début, du coup, il se retrouve dans les rangs, c'est le petit nouveau. Et c'est un peu marrant, c'est un peu l'avant affrontement. Ok, tout le monde essaye un peu de dédramatiser, puis les premiers affrontements arrivent. Les personnages se rendent compte de ce que c'est vraiment la guerre, qu'en fait, en fait, leurs camarades vont mourir sous leurs yeux, quoi. Et souvent dans des conditions assez atroces. Tu vas te retrouver vraiment les bras déchiquetés et tout. Vraiment, c'est assez horrible. Et tu vas sentir, en fait, au final, le silence s'installer. Et vraiment, tu vas sentir les personnages vraiment sombrer dans le désarroi total, quoi. Et il y a des scènes vraiment marquantes, notamment une scène dans un marécage, où vraiment, tu te sens vraiment... En plus, c'est filmé, le rythme est très très lent, c'est un film assez long. Vraiment, tu les sens, ils essayent, quoi qu'il arrive, de se dépêtrer en fait de la situation. Et toi, t'as un cadre qui devient étouffant, j'imagine, avec la durée des plans ou un truc comme ça. Vraiment. Quand un plan dure trop longtemps, bizarrement, le cerveau commence à s'inquiéter, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Tu sens qu'il y a une anomalie, quoi. Et c'est totalement le sujet de ce film. Ok. Vraiment, les plans sont très lents, très longs. Les cuts sont pas évidents. Pour se rendre compte vraiment de l'étrangeté qu'est en fait la guerre, finalement. Donc, et c'est vraiment, vraiment oppressant de la première à la dernière seconde, quoi. Ok. C'est intéressant, du coup, que ce découpage et ce rythme, justement, entre guillemets, anormal, un peu déséquilibré, du coup, avec la lenteur et tout. C'est intelligent parce que, comme tu dis, la guerre, c'est pas normal, c'est pas fait pour être vécu, quoi, tu vois, et donc, du coup, c'est forcément une expérience cinématographique dérangeante. Et encore une fois, tout ça, c'est retranscrit vraiment par le déchirement déjà physique, le démembrement des personnages, mais aussi le déchirement, en fait, on voit les personnages limite, en fait, il y a de la dépersonnalisation, en fait, et du coup, tu vois les personnages, en fait, s'éloigner les uns des autres. Tu vois que, en fait, même le lien social est coupé par la guerre, en fait. Tu vois, on ne devient plus que l'ombre de nous-mêmes, l'ombre d'un être humain. Du coup, en fait... Oui, c'est un zombie, quoi. Complètement. Vraiment, tu marches par automatisme, quoi. Putain, Et donc, c'est assez saisissant. C'est assez choquant comme film. Et en plus de ça, la violence n'est pas toujours montrée à l'écran. Il y a beaucoup de hors-champ qui, du coup, des fois, le hors-champ, c'est pire que de montrer. Parce que tu t'imagines les scènes. Parfois, c'est... Donc, il y a ce genre de procédé qui est utilisé. Au même titre que dans l'Armée des Ombres, il y a une scène, ça se passe au début, il n'y a pas de spoil. Mais le film s'ouvre par une première scène de résistance. En gros, c'est un des résistants a trahi le groupe dans lequel il évolue, quoi. Et en fait, les résistants, c'est des civils, donc ils n'ont jamais tué personne. Et du coup, ils se retrouvent à devoir punir le résistant qui les a trahis. Et du coup, les mecs qui se retrouvent, ils se disent, mais en fait, comment on fait pour tuer quelqu'un ? Et en fait, ils n'ont pas d'armes, du coup, ils sont obligés de l'étrangler. Et c'est horrible, en fait, de se retrouver en fait confronté, en plus qui plus est, à normalement quelqu'un qui est censé t'en allier, vraiment se confronter déjà à la mort et au fait de devoir ôter la vie
Ouais. En fait. C'est marrant parce que il y a une scène dans The Age of Shadows de Kim Ji-woon, grand fan de Melville, qui ressemble à cette intro en fait. Enfin, en tout cas, à un moment donné dans le film, il y a. Mais oui. C'est film dont on parlera peut-être. Ouais, oui, il y a des chances. Il y a des chances. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, c'était hyper intéressant et encore une fois utile. Arrête. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais de toute façon, j'encourage. T'es un génie. De toute façon, on fait que te le dire, on te le répète. Arrête. Non, mais en tout cas, j'encourage juste les gens à regarder ces films, même si je peux comprendre qu'ils soient un peu difficiles d'accès. Mais c'est du grand cinéma, pour le coup. Ouais. Et je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, là, c'est vraiment des films qui peuvent vraiment intéresser les gens. Ouais. Et mettre beaucoup de choses en perspective, en tout cas. Ouais. Donc, voilà. On est d'accord. À mon tour alors. À ton tour. Ok, donc là ça va être un peu plus fun, quoique, mais quand même, on peut pas faire plus. J'ai foutu une ambiance de merde. Voilà. Sauve les meubles, mec. Moi je vais parler de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Babylone de Damien Chazelle. Pour les pitchs, je pense que ça va aller assez vite. Babylone de Damien Chazelle, du coup, ça suit officiellement 6 personnages, mais on va dire qu'il y en a quand même peut-être 3 qui prennent plus de place. Ouais. Qui évoluent, on va dire, dans le Hollywood qui passe du muet au parlant, donc à la fin des années 20. Voilà, bon, si je dois le pitcher rapidement, en gros c'est ça, on va suivre un petit peu des parcours chaotiques, et des personnalités hautes en couleur, et un système en tout cas qui fonctionne d'une manière, j'allais dire pétillante, c'est pas ça, mais oui, il y a un côté fête permanente en tout cas qui peut vite tourner, qui tourne au drame par moment, quoi. Et Once Upon a Time in Hollywood, bon, c'est un film qui a mieux marché. Donc peut-être que les gens connaissent aussi un peu mieux le pitch. Et qui a moins divisé aussi. Et qui a moins divisé, quoique, mais enfin, malgré, il a mieux marché en tout cas en termes d'entrée. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal divisé. Mais c'est sûr que Babylone, c'est un film qui en France, a eu plutôt une réception sympa. C'est vrai, ouais. Mais par contre, outre-Atlantique, c'est un film qui s'est fait défoncer, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc Once Upon a Time in Hollywood, du coup, on suit Rick Dalton, joué par DiCaprio, qui est un acteur, on va dire, sur le déclin, avec tout ce que ça implique à l'époque dans le système cinématographique. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, c'est un acteur de série télé maintenant, de série B et tout, et qui à un moment donné doit même, et à l'époque, on va dire que c'est la honte, avant qu'on comprenne l'importance des western spaghetti, mais s'exiler en Italie pour tourner des films avec des gens comme Sergio Corbucci, voilà. Et de son, on va dire, c'est aussi l'histoire de son cascadeur, Cliff Booth, du coup, qui est interprété par Brad Pitt. Mais pareil, là aussi, il y a une galerie de personnages qui va intervenir. Et en parallèle de ce duo, on va suivre Sharon Tate, qui elle existe bien du coup, parce que là c'est des personnages fictifs, ceux dont je parlais avant. Et le film en fait avance inévitablement vers ce qui va être normalement le meurtre de Sharon Tate à Cielo Drive. Je sais pas si on peut spoiler, je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, mais on va dire que d'une certaine façon, j'ai un peu vendu la mèche, mais voilà, c'est un what if, certains diront une uchronie, bon voilà. On va essayer d'avoir une définition un peu, vu qu'on est dans de la reco, on va pas, je sais que c'est le terme uchronie, c'est pas forcément ce qui sied le mieux à ce film-là, mais bon, on va dire ça, quoi, pour qu'on comprenne bien. C'est des films qui, en fait, se rapprochent, beaucoup les rapprochent, hein. Donc là, je fais rien d'original, j'ai l'impression, par rapport à ça, mais moi, j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est sincèrement des films que j'adore. Que j'ai adoré. En tout cas, Babylone, je l'ai pas revu depuis le cinéma, depuis la séance, mais c'est un film que je sais que je reverrai avec plaisir. Et Once Upon a Time in Hollywood, je pense que je l'ai vu 2 fois au ciné. Bah, c'est devenu ton Tarantino préféré. Ouais, c'est devenu mon Tarantino préféré. Un de mes films préférés, franchement, tout court. Okay. Et un des films les plus importants pour moi de ces dernières années, quoi. Vraiment, sans aucun doute. Et Babylone, je trouve aussi très important, très intéressant. Il est moins réussi parce que c'est un film qui a plus de comment dire,
j'ai l'impression, plus de raté, mais c'est un jugement, mais ouais, qu'il y a peut-être moins de maîtrise. Moins de maîtrise, des ruptures de ton qui vont être moins acceptées chez le spectateur. Ouais. Tu vois, moi, je me souviens que j'avais été le voir avec Walid, du coup, donc mon collaborateur vidéaste, et je me souviens que lui, à partir du moment où on a un petit peu vraiment les dessous d'Hollywood un peu crade avec le personnage de Tobey Maguire, bon, c'était une rupture de ton que tout le monde n'a pas accepté. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent sur d'un coup j'ai l'impression que ça a rien à foutre là, quoi. C'était considéré comme le ventre mou du film. Oui, pour certains. C'était pas l'acte le plus passionnant, quoi. C'est ça. Ouais. Pareil, Tarantino, lui, il est très fort, je trouve, pour faire exister des personnages 2 ou 3 minutes à l'écran, genre vraiment des seconds rôles. Tu vois, quand t'as Steve McQueen qui fait 3 phrases dans une soirée, en fait, il existe là et en fait, ça marche. En fait, il arrive à les incarner vraiment en 2 temps. Exactement, c'est aussi sa force d'écriture, de mise en scène. Là où chez Chazelle, c'est vrai que tu vois, comme je te disais, t'as une galerie de personnages. Au final, tu retiens surtout Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva surtout. Ouais. Même si t'en as d'autres qui ont des parcours assez intéressants, mais en fait, c'est vrai que c'est assez déséquilibré. Pareil, Tarantino, je trouve, et là, moi, c'est peut-être encore une fois un jugement de valeur, mais je trouve que quand même, il y a une efficacité et un goût dans sa façon de mettre en scène que parfois Chazelle, même si c'est un très bon metteur en scène, parce que dans Babylone, il y a des scènes de fête et l'ampleur du Hollywood de l'époque, en fait, est vraiment très très bien retranscrit, c'est parfois magnifique. Ouais. Cette espèce de... Alors c'est pas l'intro, mais on va dire la première fête, c'est quand même vertigineux, faut le voir, vraiment. On parlait du tournage hors antenne, toi et moi, avec les 1000 figurants, le coucher du soleil, le baiser et tout. C'est vraiment des scènes super qui nous font prendre aussi la mesure de ce que c'était un tournage à cette époque. Ouais. Et du fast aussi de Hollywood et de la... Comment dire cette chorégraphie vraiment de toute façon lui on va dire c'est ça, c'est ça, c'est la frénésie constante en fait, et c'est le mot, la chorégraphie, je trouve, chez Chazelle, hein, de toute façon c'est vraiment quelque chose, ça, on peut pas lui retirer ça. Et puis t'as quand même une fascination / critique, parce que oui, les paillettes et tout, il y a quand même quelque chose, une admiration de ce système hollywoodien qui nous touche tous, tu vois. On a tous fantasmé, bien sûr, surtout quand on aime le cinéma. Ouais. Mais en même temps, il faut être conscient de la face sombre de cette outrance. Exactement. Quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, du revers de la médaille. Oui, des retombées. Des retombées, on va dire, du côté même poisseux, quoi, gangster, hein, tu vois, du ciné, du côté fait divers, à un moment donné, tu vois. Donc les prémices de tout ce qui est, tu sais, les tabloïds, la people, il y a ça. Et puis aussi du fait que le cinéma était quand même pas mis au même rang que des arts majeurs, tu vois. Ça, c'est une question qui revient souvent dans le film, et donc c'est là que c'est quand même une lettre c'est une déclaration d'amour au cinéma, c'est une lettre d'amour au cinéma. Donc c'est quand même un film sincère, quoi. Tu vois. Là où moi j'ai plus de choses à redire, c'est peut-être sur certains tropes ou certains motifs chez Chazelle dont moi je trouve pas forcément, je suis pas forcément fan, je trouve pas ça pertinent. La merde de l'éléphant au début du film, bon, pareil, moi je sais que la dernière séquence avec l'enchaînement de séquences de grands films et tout, où d'ailleurs Chazelle, il me semble, insère La La Land, ou je sais plus s'il se met pas dans le truc. Donc on voit des extraits dans cette séquence de plein de films qui ont marqué évidemment le cinéma de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Il y avait Avatar aussi. Il y avait Avatar, mais il y avait plein de trucs, hein. Je veux dire, il y avait Matrix, et puis je veux dire, ça revient vraiment... je pense que t'as l'Aurore de Murnau, enfin voilà, ça revient vraiment loin. Chantons sous la pluie et tout, hein. Mais je trouve le procédé, si tu veux, je trouve ça très beau quand c'est une vidéo YouTube, en fait, d'un mec qui va te faire un espèce de rétrospective. À la fin d'un film, je trouvais que ça faisait un peu cheapos. Oui, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que il y avait tellement plus subtil et plus fort à faire que moi, cette séquence, je trouve qu'elle tombe comme un cheveu dans la soupe, quoi. Vraiment, je trouve que je comprends l'intention, je doute pas de la sincérité du réal, en fait, vraiment, quoi.
Par contre, je trouve que vraiment en termes de goût et d'impact, moi en tout cas ça me laisse sur le carreau ce truc-là. Ouais, complètement. Bah tu sais, c'est un peu le syndrome, tu sais, dans Furiosa. On digresse là pour le coup. Ouais. Tu sais, à la fin de Furiosa, il mettait en gros un résumé quasiment de Fury Road. Oui. Mais que je trouve fonctionne mieux parce qu'il y a un truc un peu épisodique, chronique de guerre, chronique de, sur le compte, tu vois. Sur le compte et tout, mais même, qui je trouve que fonctionne mieux. C'est pas un procédé qui a vraiment sa place au cinéma, je trouve. En Ça tout cas, pas dans un film. En ouais, fait. parce qu'il y a un côté sériel. Ouais. Mais c'est, enfin, en tout cas, pour Furiosa, parce qu'on sait que c'est relié à un autre film. Ouais, là, du coup, tu vois, c'est que là, il y a même pas ça. Tu vois, c'est vraiment juste, j'adore le ciné, voilà. Et en plus, bon, bah, je me considère quand même, bon. En fait, on dirait un edit. Oui, à la fin d'un film, ouais. tu vois. Du coup, c'est vrai que moi, ça. Alors, j'ai adoré le film globalement, mais je me souviens quand je suis sorti de là. Bon, je me suis dit ok. C'est vrai que c'est con parce que, enfin, le dernier plan d'un film, c'est vraiment ce que tu retiens limite le plus, tu vois. Et surtout que c'est une séquence, en fait, bon, si on veut pas trop spoiler non plus, mais où le personnage a quand même changé de vie et tout. Ouais, voilà. Et du coup, ce qui l'avait amené au cinéma, on va dire aussi le touche une dernière fois devant l'écran. Et d'ailleurs, l'acteur est super, hein, Diego Calva. C'est vraiment. Moi, je trouve, c'est pas du tout un miscast. Hein, complètement. C'est vraiment intéressant, même si aussi c'est pas un point faible, mais moi je sais que voilà, dans peut-être ce manque de développement des personnages, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Parfois, j'ai trouvé c'était un personnage assez antipathique avec lequel on avait un peu de mal à connecter. Mais justement, il était nuancé. Mais voilà. En fait, à l'image du film, on montrait ses bons aspects, donc son côté vraiment passionnel. Son rapport au cinéma, vraiment, enfin, pareil, il vient d'en bas, quoi. Exactement. Et vraiment, c'est un peu un rise and fall, en fait. Ouais, au sein de l'industrie du cinéma, mais du coup, on montre aussi ses côtés un peu crasses. C'est ça. De ce qu'il est prêt à faire, du coup, vraiment, pour exister dans cette industrie. C'est ça. Et ce personnage, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie du film. Complètement. Donc, en tout cas, voilà. De ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même un film à voir. Et qui est quand même un grand film, quoi. Je veux dire, je parle de la technique, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez imparable, implacable. C'est beau, c'est chorégraphié, c'est virtuose, hein. Franchement, la plupart du temps, voilà. Puis même, il y a cet aspect, du coup, vu que c'est une déclaration d'amour au cinéma, vu l'époque qui est retranscrit, il y a aussi ce côté vraiment très prégnant de la comédie musicale. Oui, clairement. Du coup, qui était déjà à l'époque, c'était vraiment une grosse mamelle du cinéma. C'était un genre de cette industrie, quoi. Tu vois. En tout cas, ça allait le devenir puisque c'est du passage au parlant. Et du coup, oui, c'est sûr que lui, Chazelle, est hyper influencé par il connaît ses classiques, quoi. Il connaît Bob Fosse et tout ça, quoi. Oui, complètement. Et puis c'est déjà à travers son œuvre, le mec a déjà fait ses galons dans ça. Déjà, Whiplash, également, tu vois. C'est clair. On sent que c'est vraiment un mec qui a vraiment le souci de la gestion du son, de la musique, qui sait le faire, qui est attaché à ça et qui est assez compétent dans ce D'ailleurs, il avait fait une série aussi sur le jazz à Paris, je crois, sur Netflix, qui avait pas trop marché, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que pour lui, la musicalité d'un film, c'est hyper important. Une autre chose, on va dire, qui le connecte au-delà du sujet du cinéma et on va dire, de la sincérité avec lequel il est traité, c'est son casting, parce qu'il y a quand même Brad Pitt et Margot Robbie dans les deux films. Donc c'est marrant que ce soit deux thèmes qui se rapprochent et deux acteurs à quelques années d'écart, du coup, parce qu'il y a 4 ans, en gros, entre les deux films. C'est Babylon, c'est 2022. Ouais, et l'autre, c'était 2018, Once Upon a Time in Hollywood, il me semble. 2019 ou 2019, l'un des deux, quoi. Peut-être. Ouais, je sais même plus. Mais en tout cas, voilà. Once Upon a Time in Hollywood, pour le coup, moi, je trouve que c'est un film. Je vais essayer de faire court parce que c'est un film, en fait, sur lequel moi, j'ai rien à redire. C'est vraiment, en tout cas, je parle en termes de défauts, j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, évidemment. mais vraiment, pour le coup, là où Babylone a quand même, pour moi, des ratés, sur Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, c'est claque sur claque et c'est même pas un film, en fait, qui s'annonce comme une claque, quoi. C'est un film qui, comment dire, je vais essayer de parler du mood, en fait, parce que c'est la porte d'entrée, je trouve, du film. C'est que si on aime le cinéma, si on aime Tarantino, si on aime Hollywood, en fait, j'ai l'impression qu'on a envie de vadrouiller avec ces mecs-là. Ouais, tu vois. Y a quand même une magie dans ce film
quand la nuit tombe sur LA et qu'on filme juste des panneaux d'affichage, tu vois, de bars, de restos, tu vois, s'éclairer et tout. Il y a une fascination en fait pour cette ville-monde que je pense que j'ai pas retrouvé dans d'autres films, en tout cas pas dédiés à ce sujet-là, quoi. Ouais, bah parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça aussi prend place là où le mouvement hippie était très puissant, quoi. Ouais. Du coup, il y avait vraiment cette insouciance, tu vois, de l'époque. Vraiment, genre, le champ des possibles, genre, n'a pas de limite, en fait. Et en même temps, on est complètement aussi dans et c'est ce que raconte le film d'ailleurs aussi, hein, le capitalisme, Ouais, l'American complètement. Dream, la télévision, le cinéma qui est en plein changement, justement, c'est aussi beaucoup ça que ça raconte à travers comment dire, la carrière en dents de scie, enfin en tout cas qui est en perte de vitesse de Rick Dalton, c'est-à-dire tous ces acteurs un peu de la télé, du Hollywood de l'âge d'or classique, qui sont pas forcément en phase avec, on va dire, le monde de Sharon Tate, qui annonce le nouvel Hollywood. Et c'est un film qui, en fait, c'est aussi pour ça que c'est un what if, quoi, qui réconcilie ces deux univers, qui dit, mais en fait, on peut aimer ces deux genres de cinéma, en tout cas ces deux mouvances, et finalement, l'une peut cohabiter avec l'autre, et finalement, l'une et l'autre, quoi, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est aussi un film, mine de rien, qui dialogue beaucoup avec notre époque. Tu vois, on parlait l'autre jour dans un digression nocturne de l'attente, de la lenteur. Beaucoup de gens ont reproché au film ce rythme. Je trouve que c'est un film qui justement prend le temps dans ses séquences et c'est un plaisir en fait. Je trouve que c'est vraiment un plaisir de on retrouve, moi je trouve, c'est pas la première fois chez Tarantino, mais c'est musical aussi hein, quelque part, hein, mais cet amour du rythme à la Sergio Leone, et puis des dialogues ciselés, percutants. Donc voilà, enfin c'est tout en restant très naturel. Toujours, et puis bon, servi par des acteurs incroyables, quoi. Oh, on a une caméra qui s'est éteinte. Mais dirigé d'une main de maître, en plus, vraiment, Ah oui, et puis des acteurs au sommet, quoi, je veux dire, tous, hein. Je trouve que c'est un film qui, voilà, qui respire la sincérité, qui respire, en tout cas, et qui inspire, surtout, en tant que aspirant cinéaste, tu vois, enfin t'as envie aussi je trouve d'arriver à ce degré de maîtrise, quoi, tu vois. Il a un degré de maîtrise avec ce film qui est hyper, enfin je trouve que c'est pour ça que c'est un des films les plus importants de ces dernières années. Ouais, bah c'est vraiment la somme de sa filmographie pour le coup. Ah complètement. Et d'ailleurs à tel point que le film qu'il a voulu faire après, là, de Movie Critique, il y a eu, alors, je sais plus si c'était une déclaration officielle ou des rumeurs, mais en tout cas, le tournage au final a été annulé et ça s'est pas fait, parce que il était pas satisfait du scénario en dernière réécriture. Et on sent que depuis Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino, bon, il avait annoncé qu'il allait faire un dernier film, que voilà, on sent qu'il réfléchit beaucoup, que c'est aussi un film pour un réalisateur qui s'apparente à un film pas testamentaire, mais que faire après. Tu vois, c'est clair. Il y a quelque chose de tellement définitif que je trouve ça compliqué. On sent que c'est compliqué pour Tarantino de rebondir derrière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La suite reste écrite par Tarantino, mais est tournée par David Fincher en ce moment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va être un film qui se concentre surtout sur le personnage de Brad Pitt, donc le cascadeur. Cliff Booth. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne. Je l'ai pas précisé, mais Babylone, du coup, on dit que ça s'inspire beaucoup du livre de Kenneth Anger, du coup, Hollywood Babylone, qui est un livre un peu, comment dire, qui va compiler, si tu veux, des faits divers liés au début d'Hollywood, tu vois, qui arrivait, on va dire, dans les années 20, 30 et tout, surtout, de mémoire, hein, parce que ça, je l'ai lu, j'étais à la fac. Mais c'est un livre, pardon, qui est assez contesté sur la véracité et tout, quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est un bouquin qui a souvent, en tout cas,
les critiques l'ont rapproché. En tout cas, ils ont supposé que Damien Chazelle s'était inspiré de ce bouquin pour Babylone. Pour Once Upon a Time in Hollywood, je sais que Tarantino a parlé de Model Shop de Jacques Demy, qui est donc Jacques Demy. Pourtant, on pourrait croire que c'est assez loin de l'univers de Tarantino, mais il a tourné un film qui est la suite de Lola, je crois, avec Anouk Aimée, et qui se passe à Los Angeles, à Hollywood, et qui a beaucoup de séquences aussi un petit peu contemplatives. Tu vois, de se balader comme ça et tout dans la ville. Donc c'est intéressant de le revoir après Once Upon a Time. En tout cas, ce qui est intéressant dans ces deux films, et je pense que je finirai là-dessus parce qu'en fait, il y a tant à dire que faudrait faire une vidéo de 3 heures et encore. Mais c'est que ces deux films, je trouve, qui travaillent le cinéma comme une langue commune. C'est-à-dire que et c'est peut-être pour ça aussi que finalement, les deux, à des degrés différents, ont été incompris. L'un a bidé, l'autre a eu des critiques. Tu vois, Once Upon a Time in Hollywood, je crois qu'il a pas eu de récompense. En tout cas, il a pas eu meilleur réal ou des trucs comme ça. Alors que bon, c'était mérité, quoi. Mais parce que je pense aussi, ils arrivent à un moment où on sent que c'est des réalisateurs qui s'intéressent au devenir du cinéma. D'ailleurs, Fincher, avec son manque, finalement, on se posait peut-être aussi un peu la question. Mais en tout cas, on sent que c'est des réals là qui s'interrogent sur le devenir du cinéma, sur qu'est-ce que le cinéma peut encore faire pour rapprocher les gens. Est-ce que c'est encore un langage commun, un espace commun, tu vois, dans lequel on peut tous apprendre, se retrouver, en parler, évoluer ensemble. Dans Once Upon a Time in Hollywood, tu te rends compte que même si tu parlais des hippies, de la famille Manson, tout ça, finalement, on a l'impression que le cinéma reste au-dessus de tout. C'est-à-dire que ça reste le catalyseur de tout, quoi. Hollywood attire tous les regards et attire toutes les personnalités, attire tous les sujets. Voilà, que ce soit politique, philosophique, la thune. Vraiment, tu vois, il y a quand même un mélange qui s'opère autour du cinéma. Et c'est là que tu vois l'importance du 7e art. Donc voilà, c'est horrible parce que sur ces deux films, j'ai l'impression d'avoir rien dit. Mais bon, comme on disait, c'est des sujets qui sont tellement des sommets que du coup, c'est difficile de les résumer rapidement. En tout cas, moi, ces deux films-là, je vous les conseille 1000 fois. Et si vous les avez pas aimés à la première vision, c'est quand même aussi des films que je recommande de revoir. Ouais, vraiment. Et sur lesquels je pense que, et là on revient sur le cinéma comme espace commun, sur lesquels il faut écouter des gens en parler. Ça c'est surtout... Au hasard nous. Au hasard nous, mais on a déjà évoqué dans d'autres podcasts, des podcasts ou des journalistes que nous on aime beaucoup. Ils en ont très très bien parlé et faut pas hésiter à aller les écouter non plus ou les lire. Il y a un autre truc en fait, moi je trouve qui est hyper important dans les deux films d'une certaine façon, c'est le côté immortel que peut conférer le cinéma. Et c'est là aussi qu'on voit l'importance du cinéma pour ces réalisateurs. C'est que on le voit surtout avec la séquence du coup de Sharon Tate qui se regarde, de Margot Robbie qui regarde un film avec elle pour s'apercevoir dans une salle de ciné. Ça, je trouve que c'est une séquence magnifique. Mais même dans le simple fait, du coup là je vais spoiler, mais on va dire, mais juste bon bah par rapport à la fin du film en tout cas, on se rend compte que le cinéma, finalement, c'est un média qui peut changer les choses et faire qu'on soit éternel. Et c'est ça la capture en fait de la pellicule, quoi. D'ailleurs, c'est Coppola qui disait qu'en fait, là je digresse carrément, mais je retombe sur mes pattes, que le vampire et le cinéma, c'est forcément lié. Parce qu'en fait, regarder un film, c'est voir des gens qui, en action, vivants, qui de toute façon un jour vont mourir. Ouais. Donc il y a forcément, tu vois, quand on regarde un acteur mort dans un film aujourd'hui, par exemple un film qui a 50 ans, tu vois, avec un acteur qui serait plus de ce monde, finalement on regarde un vampire, quoi. On regarde un non-vivant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Donc c'est le côté immortel que confère le cinéma, quoi.
Et ça, je trouve que Tarantino l'a complètement assimilé et mis en scène d'une manière brillante. Là, on n'a vraiment pas tout dit. Je pense hein, que sur les 4 films là, mais c'est des films utiles à voir pour des sujets et des degrés et à des degrés différents. Ouais. Bah de toute façon, si les gens considèrent qu'on n'a pas tout dit, regardez-les. Ouais. Et dans l'espace commentaire. Ouais. Dites-nous ce qu'on a loupé en fait, voilà. tout simplement. Ou en DM, insultez-nous. Ou peut-être qu'à l'avenir on organisera des masterclass. Voilà. Mais oui, on est curieux donc, en tout cas d'avoir l'avis des gens. C'est ça. On est très curieux même. C'est ça. Donc, ouais. On se retrouvera la prochaine fois dans le décor habituel, normalement. Ouais, normalement. Sauf si on décide de bouger ailleurs. Mais ouais. Peut-être que ce sera genre à Bali, je sais pas. Avec des influenceurs dans un espace de coworking. À Dubaï. Ah ouais. Oh putain. Oh putain, non, l'enfer. Non, jamais vous ne retrouverez là-bas. Non, je pense pas. Parce qu'il y a très peu de chance, effectivement. Bon, en tout cas, on vous dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et regardez les films qu'on vous conseille. Ouais, bon visionnage, ouais. Surtout. Ouais, allez, ciao. Ciao. Ciao.